Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptos Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien malgré le tumulte que nous a offert la journée de vendredi dernier et le fait que cette semaine s'ouvre sur des valorisations qui étaient beaucoup plus basses, finalement à peu près moins 15% vis-à-vis de l'ATH qu'on avait enregistré quelques jours auparavant, qui est désormais des 125 000 dollars. Actuellement, on se situe aux alentours des 111, 112, donc on n'est pas remonté très haut. Il s'est passé beaucoup de choses et on va pas forcément revenir sur exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais plutôt sur la réponse du marché. Quelle est la structure du marché actuellement? Est-ce qu'on est encore dans des zones d'opportunité? Est-ce que la tendance haussière est encore respectée? Ou ont migré les capitaux? Qui a réalisé le plus de douleur? On va se poser ce genre de questions aujourd'hui. Mais bien sûr, avant de nous lancer plus profondément dans l'analyse, je vous invite à venir nous soutenir sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy. Simplement activer la petite cloche en vous abonnant, ça peut changer énormément de choses. On a en plus de nouveaux formats de contenu qui arrivent avec Koban, qui a fait une super première vidéo que je vous intéresse à aller voir. Donc maintenant, en plus, on a plus de diversité. N'hésitez pas à aller faire un tour, ça nous soutiendra énormément. Merci beaucoup pour ceux qui l'ont déjà fait et qui sont fidèles à la chaîne. Rapidement, petite analyse graphique. Alors, jusqu'à la semaine dernière, nous nous orientions dans un marché qui était en phase de range entre les 108 000 et les 117 000 dollars, grosso modo. En fin de la semaine dernière, nous avions réussi à franchir, grâce à de la demande spot et à des liquidations short sur le marché dérivé, nous avions réussi à franchir cette zone des 117 000 pour venir chercher un tout nouvel ATH aux alentours des 125 000. Mais le bonheur n'aura été que de courte durée parce que quelques jours à peine après, eh bien, nous avons eu un magnifique short, un magnifique long squeeze. Merci de me corriger dans les commentaires comme vous le faites souvent vis-à-vis de mes petits cafouillages sur le sujet. C'est un magnifique long squeeze, donc les positions longues qui ont été forcées à la clôture, une cascade de liquidation qui est venue amener le prix très bas, amener une énorme volatilité baissière encore plus importante que celle qu'on avait connue précédemment au cours de l'année, ce qui a amené un vent de panique et un vent de questionnement assez important. Et pour l'instant, le prix se maintient aux alentours des 110 000. Donc on voit qu'on a eu la mèche avec le ravalement. On a essayé de venir rebondir et pour l'instant, on est en train de tester la zone des 110 000. Sera-t-elle la zone de support final? Je l'espère. Car si nous invalidons la zone des 110 000, 108 000, eh bien on va se retrouver à nouveau dans le range qui va se situer entre 100 000 et 110 000. Et là, on pourra potentiellement se questionner davantage sur une fin de cycle haussier. Pour l'instant, on n'a pas encore de preuves tangibles que ce soit vraiment le cas. On est encore sur des supports qu'on arrive à tenir depuis un bon moment. Donc la tendance reste pour l'instant respectée. Dans l'ensemble, on va s'intéresser à différentes dynamiques, mais j'aimerais d'abord qu'on se rappelle ce dont on avait parlé la semaine dernière sur le fait qu'il y avait une mise en garde dont on avait parlé sur les nouveaux risques de liquidation longue sur les marchés dérivés du BTC. Si jamais vous voulez reconsulter l'analyse de la semaine dernière, il vous suffira de cliquer sur ce lien. Et pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui l'ont suivi, notamment sur le format écrit, on avait parlé du fait que le driver majeur de la demande, c'était les ETF, mais que sans les ETF, en réalité, eh ben, le seul driver, ça aurait finalement été réellement les marchés dérivés. Et le problème des marchés dérivés, c'est que lorsque notamment il y a beaucoup de demandes, eh bien, on a l'ouverture de nombreuses positions longues et ça peut amener un risque spéculatif très important qui peut faire peser sur le marché de nouveaux dangers. Donc ça, on en avait déjà parlé et c'est pour ça qu'on s'était montré prudent la semaine dernière, malgré le fait qu'on était sur un ATH et que la continuation de tendance était le scénario le plus possible. On avait déjà évoqué le fait que, vu qu'on a quand même pas mal de demandes spot, il y a quand même un risque spéculatif. Il se peut que ce soit très volatile si le prix venait à rebaisser. Bon, manifestement, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Vous trouverez d'ailleurs beaucoup d'articles sur le site de Cryptos qui vous permettront de comprendre exactement ce qu'il s'est passé au cours de cette journée de vendredi, notamment ces deux articles ici qui vont très bien récapituler et faire un suivi de ce qui s'est passé. Donc je ne vais pas revenir en profondeur exactement sur ce qui s'est passé, mais simplement sachez que c'est un événement qui est multifactoriel. Il y a eu notamment des ventes manipulées d'USDE, de WBET ou de BNSOL sur Binance. Il y a un processus de liquidation massif qui s'est propagé entre différentes plateformes d'exchange et de trading, ce qui a provoqué une cascade de liquidation. Et en plus à ça, il faut ajouter les annonces de Donald Trump concernant les tarifs douaniers qui sont venus ensuite intensifier la peur, la baisse.
Donc c'est quelque chose de multifactoriel, mais le résultat est très intéressant. Le résultat est simple, c'est qu'on a à peu près 7 milliards d'intérêts ouverts qui ont été liquidés sur les plateformes d'échange et de trading selon les données de Glassnode. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique ici, on a l'intérêt ouvert des contrats futurs, donc le capital total qui est investi dans les contrats futurs, que ce soit pour des positions short ou des positions longues. Et on voit ici qu'en date du 9 octobre, jeudi, eh bien, il y avait 408 000 BTC d'intérêt ouvert et le lendemain, le surlendemain même, on est aux alentours des 343 et 336 000 BTC d'intérêt ouvert. Du coup, on a perdu quasiment 60 000, même un petit peu plus, 7 milliards de dollars, ce qui marque un événement de liquidation majeur qui se rapproche probablement des records établis en 2022. Ça, je pense que j'ai mentionné ça pour les événements de liquidation de Terra Luna FTX, mais je pense que en réalité, en termes d'ampleur, on est sur l'événement de liquidation majeur, le nouveau record historique pour le marché du BTC. Et une des manières d'illustrer ceci, c'est d'aller rechercher les chiffres. Et on voit bien ici, notamment sur la journée du 10 octobre, comment dire, la très très grande dominance des liquidations longues qui ont un total de 4,63 milliards de dollars, ce qui est particulièrement conséquent. Et il faut noter que plus de la moitié de toutes ces liquidations ont été enregistrées sur Hyperliquid à raison de 2,7 milliards de dollars et Bybit à raison de à peu près 1,2 milliard de dollars, un petit peu moins. Donc la majorité des liquidations, évidemment c'est des liquidations longues, on a atteint un nouveau record avec 4,6 milliards de liquidations longues, concentrées majoritairement entre Hyperliquid et Bybit. Une autre manière d'illustrer le propos, c'est aussi d'aller chercher la carte des liquidations, de la carte thermique des liquidations longues, hein, qui nous permet d'observer les endroits où il y a de fortes probabilités que le marché vienne aller chercher la liquidité, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Je vais revenir un tout petit peu en arrière si je peux, pour essayer de vous montrer. Non, un mois, ce sera pas. Je vais partir sur un mois et après je vais zoomer un petit peu parce que j'aimerais vous montrer un petit peu plus d'historique de la hausse pour vous donner un petit peu de contexte et vous rappeler ce qu'on avait déjà observé. Voilà, très bien. Alors, comme on en parlait la semaine dernière et la semaine précédente, le marché des crypto-monnaies actuellement, sans demande spot claire de la part des ETF ou des marchés spot, eh bien, il va être drivé par la liquidité sur les marchés dérivés. Plus il y a de la liquidité qui est concentrée en bas, plus le prix va avoir tendance à aller la chercher. Plus elle va être concentrée en haut, plus le prix va avoir à aller la chercher. Ce qui va nous donner des cycles de liquidité et de liquidation. Bon, là, on a plus de liquidité longue, donc on a ici la chasse aux longues. Ensuite, on a beaucoup de liquidité short sur ces niveaux. Donc, boum, on va aller rechercher cette fois-ci les liquidités short. Et là, on se rend compte qu'on a énormément de liquidités longues qui ont été ouvertes et réajoutées sur le marché. Donc, boum, on vient rechercher des liquidités longues. Donc, on a long squeeze, short squeeze, long squeeze. Et le marché, en fait, il ne fait que osciller entre différentes vagues de différentes densités de liquidité. Actuellement, la liquidité, on va revenir un petit peu dessus plus tard dans la vidéo, mais on retrouve de la liquidité assez importante au-dessus de 125 000, juste en dessous des 110 000 et aux alentours des 115 à 116 000. Je vous expliquerai pourquoi est-ce que ce sont des zones qu'il va falloir surveiller. Mais dans l'ensemble, on voit bien ici, en fait, le prix qui a augmenté de manière significative durant toute la première partie du mois d'octobre, sauf que de nombreuses positions longues se sont ouvertes en même temps. Donc on avait la demande des ETF spot comme on l'a bien documenté, mais on avait aussi la demande des marchés futurs qui est venue ajouter énormément d'intérêt ouvert. Et lorsque le prix a commencé à ralentir, et malgré le fait que certains ont voulu ouvrir de nouvelles positions pour défendre le prix, eh bien, dans tous les cas, ça n'a pas marché et on est venu invalider tout ce qui avait été construit. C'est pour ça que je vous dis de faire attention à l'effet de levier. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut obligatoirement avoir une demande spot forte et pas une demande dérivée ou futures forte, parce que c'est ce type de demande qui donne des hausses qui sont vraiment très court terme et qui sont pas du tout viables. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, je pense que maintenant le principe a été intégré, mais c'est vraiment pas idéal durant ce genre de contexte de marché d'avoir de la demande futures de manière conséquente, surtout si on essaye de franchir de nouveaux ATH depuis un bon moment et que la tendance est en train de commencer à s'essouffler comme c'est le cas sur le marché du BTC actuellement. C'est vraiment pas idéal et c'est aussi un signe qu'en fait, il n'y a plus réellement de demande spot et qu'en fait, les seuls investisseurs ou les seuls participants qui veulent encore avoir la liquidité, qui veulent encore apporter la liquidité et qui cherchent de la performance, en fait, ce sont les derniers entrants qui essayent d'utiliser de l'effet de levier pour récupérer le plus de performance possible. Donc, c'est pas nécessairement un signe génial. Ça peut être même un signe que le cycle haussier atteint un stade de maturité assez avancé pour qu'en fait, littéralement, il n'y ait plus tout à fait de viabilité sur les tentatives haussières. Donc ça, c'est une dimension de la chose, chez les dérivés.
Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé sur les marchés spot, eh bien on se rend compte qu'en fait sur les marchés spot, la majorité des pertes, elles ont été réalisées par des BTC qui étaient détenus depuis très peu de temps, hein, la majorité du temps entre un mois et une semaine, comme on peut le voir ici avec la carte des pertes réalisées par ancienneté. Donc plus les valeurs sont rouges, plus les pertes réalisées sont jeunes, plus elles sont foncées bleues, plus elles sont âgées. Donc dans l'ensemble, on voit bien que jusqu'à preuve du contraire, on a énormément de pertes réalisées qui sont plutôt jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces pertes, sur le total, elles ont généré, au moment du pic, 285 millions de dollars de pertes. C'est absolument ridicule comparément aux valeurs qu'on a pu observer pour les marchés dérivés. Je vous rappelle que pour les marchés dérivés, on se situe sur des milliards. Tiens, regardez, 286 millions, c'est le total des liquidations longues sur Binance exclusivement durant la journée du 10 octobre. Eh bien, ça correspond à toutes les pertes réalisées sur les marchés spot pour la même journée. Donc c'est quand même considérable et c'est surtout 4 fois moins que la douleur qui a pu être engendrée durant les corrections d'août 2024 ou mars 2025. Donc ça suggère que les marchés spot ont été beaucoup moins affectés que les marchés dérivés. Et en réalité, on pourrait espérer que cette nouvelle purge, elle aura au moins calmé les spéculateurs les plus téméraires qui apportent avec eux un risque excessif. Mais comme on va le voir dans un instant, c'est pas tout à fait le cas. Mais ce qu'il faut comprendre dans l'ensemble, c'est que on était sur un événement de liquidation multifactorielle avec potentiellement de la manipulation ou du délit d'initié. Moi, j'ai pas de preuves pour avancer ça, mais ça, c'est un scénario qui reste plausible. Dans l'ensemble, on a eu beaucoup de capital qui s'est fait évaporer des marchés dérivés, avec énormément de liquidations longues tout au cours de la descente, notamment entre les 120 000 et les 108 000 dollars, avec quasiment 4,6 milliards de dollars liquidés sur une journée. C'est un record. Maintenant, on peut se poser la question, ok, bon, les marchés dérivés ont pris très cher, c'est une purge spéculative qui, malgré le fait qu'elle apporte de la douleur, est plutôt bienvenue pour l'ensemble du marché parce que ça permet de nettoyer l'excès de levier. Les marchés spot ont vraiment pas pris très cher. Pour le coup, c'est vraiment plus sur les marchés dérivés qu'il y a un problème. Maintenant, comment est-ce que les capitaux ont bougé durant ce moment et comment est-ce que les capitaux s'orientent actuellement? C'est ce qu'on va essayer de voir désormais. Et pour ce faire, on va utiliser différents types de dominance. Donc, on va utiliser la dominance du Bitcoin, des stablecoins, de l'Ether et des altcoins. Et en fait, quand on va additionner toutes ces dominances qui sont présentées ici, ces 4 dominances ensemble représentent 100% des capitaux qui sont stockés sur le marché des crypto-monnaies. Du coup, en observant la variation de dominance de ces différents actifs, on va pouvoir savoir en fait, où est le capital et où rotate, oulala, où circule le capital à un moment donné sur le marché. Ça nous permet d'estimer quels secteurs ont subi le plus de pertes et où s'orientent les capitaux après une telle purge. Donc, assez naturellement, les dominances du BTC et des stablecoins, ils ont connu une hausse assez rapide durant la journée du 10 et après le lendemain, le 11, ce qui indique que les capitaux ont rapidement migré vers des valeurs refuges pour se préserver. Vous voyez ici la dominance du Bitcoin qui augmente sensiblement, la dominance des altcoins qui augmente aussi sensiblement, la dominance des stablecoins qui augmente aussi sensiblement. Donc ça, c'est clairement un comportement qui est typique des périodes de panique et de douleur où les investisseurs tentent de protéger leurs capitaux à tout prix, quitte à encaisser une légère perte. Bon, là, la perte, elle pouvait être assez importante parce que sur une journée, on a quand même fait plus de moins de 10% sur le prix, il me semble, donc ça pouvait être quand même assez costaud. Donc ça, c'est ce qui s'est passé sur le moment même. Maintenant, quelques jours après, on voit que la dominance est en train de chuter sur Bitcoin et sur les stablecoins, ce qui pourrait faire penser qu'après un mouvement de protection en panique, eh bien, potentiellement, les capitaux un peu moins tatillons commencent à se rediversifier et à venir chercher des opportunités, pourquoi pas sur l'Ether ou sur des alts qui auraient enregistré une performance particulièrement basse et du coup, qui seraient maintenant en solde. C'est une potentielle explication. Concernant les stablecoins et l'Ether justement, eh bien on se rend compte que si la dominance de l'Ether, si la dominance des stablecoins, elle s'est particulièrement, elle s'est vraiment effondrée, elle a vraiment chuté de manière drastique, eh bien celle de l'Ether est restée plutôt stable, hein, en bleu, vous voyez ici la dominance de l'Ether qui est restée plutôt stable dans l'ensemble, ce qui suggère que les capitaux ont rapidement quitté les actifs les plus risqués du secteur, certes, mais pas pour autant pour fuir l'Ether de manière significative. Ça souligne à la fois le manque de conviction à court terme des investisseurs d'altcoin et la résistance des détenteurs d'Ether qui ont en partie conservé leur position sans les échanger pour du BTC ou des stablecoins. Très intéressant. Maintenant, depuis les derniers jours, on peut voir que la dominance des altcoins est en train de repartir. Donc le scénario le plus probable, c'est qu'après une période
en fait, de comportement de protection où les capitaux ont fui un peu l'Ether, surtout les stablecoins, pour revenir vers Bitcoin et les altcoins. Et bien maintenant que la poussière est en train de retomber, et bah, certains investisseurs commencent potentiellement à se réexposer aux altcoins. Donc vous voyez ici que c'est littéralement, euh, ça trahit littéralement le manque de conviction à court terme des investisseurs sur les altcoins parce que lorsqu'il y a la volatilité baissière, ils partent directement et ensuite après ils reviennent une fois que la poussière est tombée et que les prix ont commencé à se stabiliser. Donc c'est vraiment de la conviction à court terme, les investisseurs sur les altcoins actuellement. Bien sûr, il y en a qui détiennent des altcoins sur de longues périodes, mais une bonne majorité du marché sont exposés sur les alts de manière particulièrement ponctuelle, simplement pour aller chercher de la performance quand il y en a. Et lorsque la performance n'est pas présente ou que la volatilité baissière est trop importante, eh bien à ce moment-là, on a un effet inverse et les gens quittent les altcoins de manière significative. Voilà qui fait un tour de la réponse des marchés vis-à-vis de ce qui s'est passé vendredi dernier et tout au cours de la semaine. Je voulais revenir sur un point rapide sur la dynamique à court terme des marchés dérivés, notamment. On va revenir un peu sur ce qui s'est passé en début de semaine, ici. Et vous allez voir que, eh bien, on est sur une dynamique où, comment dire, je vais essayer de revenir peut-être sur une semaine, ce sera un petit peu plus parlant. J'aimerais avoir comment dire, la meilleure vision possible pour pouvoir vous faire comprendre. Voilà, ici c'est excellent, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. On espérait, comme j'expliquais plus tôt, que la purge spéculative qu'on vient d'enregistrer la semaine dernière aurait pu calmer un petit peu les ardeurs des spéculateurs. Mais que nenni! Regardez-moi déjà les seuils de liquidité short qu'on est capable de trouver aux alentours des 116 000, aux alentours des 113 000 et aux alentours des 110 000. Les spéculateurs, ils sont déjà repartis, hein, ils sont très, comment dire, ils sont très propices à ouvrir de nouvelles positions et ça les a pas du tout fatigués. Ils sont juste fait liquider pour certains, mais il y en a d'autres qui sont déjà de retour. Regardez, on a déjà une nouvelle cascade de liquidation longue, légère ici, entre les 114 et les 111. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a une énorme liquidité au niveau des 125 000 qui pourrait se jouer en termes d'aimant parce que là, on commence à avoir beaucoup de liquidités short qui commencent à s'accumuler, notamment aux alentours des 116 à 117. Donc les shorters ont essayé de verrouiller ici le prix aux alentours des 116 pour prendre le contrôle de la tendance et essayer de plomber le prix plus bas. On a même essayé ici de limiter la hausse aux alentours des 114 000 et ça fonctionne pour l'instant. Donc après un événement de liquidation très important, on a même un schéma graphique qui ressemble à un épaule, tête, épaule. Épaule, tête, épaule. Donc évidemment, je ne suis pas le meilleur analyste technique, mais ça ressemble un peu à ça. Et on est dans un contexte où il y a déjà de très grandes liquidités sur les marchés dérivés qui se sont ajoutées, que ce soit sur le côté short, que ce soit ici sur le côté long. Donc c'est encore une fois pas tout à fait idéal et on voit bien que actuellement le marché est particulièrement drivé et particulièrement ouvert par les marchés dérivés. Donc honnêtement, je ne sais pas où ira le prix d'ici les prochaines heures, les prochaines semaines. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la structure on-chain du marché commence à nouveau à se dégrader. On se retrouve à nouveau dans un contexte où le prix du marché actuellement est situé sous le prix moyen d'achat des investisseurs à court terme, ce qui augure un comportement de perte de la part des investisseurs à court terme parce qu'ils ont la tête sous l'eau en fait. Et donc ça détruit petit à petit le sentiment, l'optimisme de marché à court terme. Et autant on peut se dire que, ok, on se situe dans une zone d'opportunité parce que c'est une jolie opportunité d'achat d'être situé et d'avoir des prix qui sont en dessous du prix réalisé à court terme, un peu comme ce qui s'est passé ici en fin septembre. Autant, eh bien en fait, plus on passe de temps sous le prix réalisé à court terme, plus la pression psychologique et financière sur les derniers investisseurs, les derniers entrants, elle est importante, plus ils vont avoir de chances de distribuer et de passer à la prise de perte, et plus ça peut augmenter la pression de vente sur le marché. Donc c'est pas obligatoirement extrêmement intéressant. Et pour confirmer ça, on peut notamment aller chercher le ratio de rentabilité des dépenses des investisseurs à court terme, le fameux STH-SOPR, qui nous permet de savoir si les investisseurs à court terme sont en train de réaliser des pertes ou des profits. Et on voit parfaitement ici là le ralentissement du SOPR alors que le prix était encore en train d'augmenter. Hein. S'il y a des membres de l'académie ici, vous savez de quoi je veux parler. On a ici une divergence entre le prix et le comportement de prise de profit. Donc, alors que le prix est en train d'augmenter, le profit réalisé à court terme est en train de ralentir. Et ça ne peut se solder que par une façon. C'est le fondamental du marché qui décide. Donc, si le prix est en train d'augmenter, mais que le fondamental du marché est en train de ralentir, eh bien, c'est le prix qui va venir converger avec le fondamental du marché, comme on peut le voir ensuite ici. Le prix converge et chute alors que le SCH-SOPR chute. Et boum, ensuite, on passe dans une phase corrective. Pour l'instant, la prise de perte est toujours de vigueur.
Donc, la structure du marché actuellement est une structure de marché qui est en train d'installer un potentiel momentum baissier. Il est encore un peu trop tôt pour le confirmer parce que ce sont des données à court terme et elles peuvent changer assez rapidement. Mais quand même, d'un certain point de vue, là, c'est pas nécessairement la structure idéale qu'on aimerait pour un rebond. Même si sur du plus long terme, sur du plus moyen terme, on peut se rendre compte que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de souci à se faire parce qu'on reste au-dessus des 110, 108 000. Le fait que la structure à court terme, elle soit pas idéale comme ça, et ben ça peut justement amener les investisseurs à court terme à créer une pression de vente supplémentaire en réalisant des pertes. Cette pression de vente supplémentaire, elle peut venir ici pousser et venir liquider les positions longues qui ont été accumulées au niveau des 110, 108, et à partir de ce moment-là, on pourrait avoir une continuation baissière vers les 105, et si on va vers les 105, on réintègre le range entre 110 et 100 000. Et à partir de ce moment-là, pour moi, on n'est plus déjà dans une tendance haussière continue, on rentre dans une phase corrective où il faudra voir jusqu'à où, dont il faudra estimer la profondeur. Donc pour l'instant, tout va bien, mais on pourrait vraiment être très très proche d'avoir une dégringolade vraiment pas très très bienvenue du marché. Donc ça, évidemment, c'est pour le scénario baissier. On peut aussi parler du scénario haussier et observer qu'il y a beaucoup de liquidités short qui se sont accumulées là sur pas mal de paliers et que potentiellement, vu que le marché est drivé par la liquidité et qu'on vient de se taper un énorme long squeeze, eh bien on pourrait rebelote, avoir un nouveau short squeeze et récupérer rapidement les 15 000, les 16 000, pourquoi pas les 120 000, à voir. Pour l'instant, il n'y a pas de biais qui permettent d'orienter le marché de manière claire et de savoir où est-ce qu'il va se situer, mais c'était important pour moi de vous partager ces différents potentiels scénarios maintenant qu'on a un peu plus d'informations sur ce qu'il s'est passé, sur la manière dont le marché est en train de réagir et de se repositionner. C'était important pour moi de vous documenter un petit peu tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. On va faire le petit récap encore comme d'habitude. Donc, nos craintes concernant le risque spéculatif sur Bitcoin se sont manifestement réalisées. De nouvelles cascades de liquidation longues de forte intensité sont venues invalider la résistance à peine franchie des 117 000 $, ce qui fait qu'on se situe à nouveau dans le range entre 108 et 117 000. Près de 7 milliards d'intérêts ouverts se sont évaporés des plateformes d'échange et de trading, notamment sur Hyperliquid et Bybit qui concentrent plus de la moitié des liquidations totales. De plus, les marchés spot ont été largement moins impactés que les marchés dérivés, bien que de nombreux capitaux aient rapidement migré vers le Bitcoin et les stablecoins, sachant que désormais, bon, tant pis, c'est pas grave, on va finir l'analyse sans les graphiques, sachant que désormais, les capitaux, après avoir migré de Bitcoin, des stablecoins et de l'Ether, eh bien, ils sont en train de retourner vers les altcoins en ce moment. Donc, là, on sent que le marché, il a envie de reprendre du risque. Certains participants et certains types de capitaux ont envie de reprendre du risque, que ce soit sur les marchés spot en se réexposant aux altcoins ou sur les marchés dérivés en allant reprendre un comportement de spéculation à tout va avec les zones de liquidité qu'on a identifiées récemment. Voilà où se situe le marché actuellement. J'ai vraiment hâte d'être la semaine prochaine et de voir ce qui va se profiler dans les prochains jours parce que pour l'instant, c'est très très difficile de prédire. Dans tous les cas, c'est pas l'objectif de l'analyse on-chain. Là, on est sur une analyse explicative et non pas sur une analyse prédictive, mais c'est toujours intéressant d'avoir différents scénarios en tête. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à aller consulter l'article disponible directement sur Cryptos qui vous permettra d'avoir un petit peu plus d'informations, avoir le format écrit avec les annotations. Vous pourrez aussi retrouver différents articles qui vous permettront de vous tenir au courant de l'actualité des crypto-monnaies, mais aussi de ce qui s'est passé au cours de la semaine dernière et en ce début de semaine. Bien sûr, n'hésitez pas à venir soutenir aussi le compte Twitter du Prof Chen si vous appréciez, à aimer, partager, commenter. N'hésitez pas à partager ce contenu autour de vous si vous l'appréciez et si vous considérez qu'il a la valeur. Ça, vraiment, ça peut changer beaucoup de choses pour nous. Bien sûr, n'hésitez pas à venir nous soutenir sur la chaîne YouTube de Cryptos Academy directement et pour les plus intéressés d'entre vous à intégrer la Cryptos Academy, la communauté francophone la plus pertinente. Oui, évidemment, je prêche pour ma paroisse, pardonnez-moi, mais on a tout ce qu'il vous faut. On a l'analyse technique, on a l'analyse fondamentale, on a l'analyse on-chain, on a des lives tout le temps. On permet aux gens de protéger et de faire fructifier leur capital comme c'est rarement le cas dans un écosystème collaboratif comme celui des crypto-monnaies en France. N'hésitez pas à venir tester notre produit en cliquant sur ici « Joindre » ou « Devenir membre ». C'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se tient au courant de la suite. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.